Bien, vous l'imaginez, ce matin en Conseil des ministres, nous sommes largement revenus sur la situation sanitaire dans notre pays. Le président du Conseil scientifique l'a indiqué ce matin, la cinquième vague est là dans notre pays. Près de 20 000 nouveaux cas ont été recensés hier, c'est environ 60% de plus que mardi dernier. Le taux d'incidence est désormais supérieur à 100 sur l'ensemble du territoire et il est notamment particulièrement élevé en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en région Pays de la Loire. Partout, l'épidémie accélère et le virus reprend du terrain. Cette vague, nous savions qu'elle pouvait arriver. Nous le savions car les conditions climatiques sont plus favorables l'hiver à la progression du virus. Nous le savions car nous nous retrouvons davantage dans des espaces clos où le virus peut davantage circuler. Nous le savions surtout parce que la situation dans certains pays sonnait comme un avertissement, je pense en particulier au Royaume-Uni, à l'Allemagne, aux Pays-Bas et à l'Autriche. Cette vague arrive, c'est vrai, mais nous avons de bonnes raisons de penser qu'elle n'emportera pas tout sur son passage. Les résultats parlent d'eux-mêmes s'agissant de l'efficacité du vaccin. Il y a 4 fois plus de tests positifs parmi les non-vaccinés que parmi les complètement vaccinés. Et on compte 9 fois plus d'entrées en soins critiques et de décès parmi les non-vaccinés que parmi les vaccinés. C'est une étude de la DREES qui a été remise la semaine dernière et qui confirme une nouvelle fois les données exceptionnelles dont nous disposons sur l'efficacité remarquable du vaccin. Le vaccin fonctionne remarquablement et partout en Europe, on observe une décorrélation de plus en plus forte et de plus en plus marquée entre les contaminations d'un côté et les hospitalisations de l'autre. Nous l'avions déjà vu, vous vous en souvenez, cet été, puisque notre pays a connu des taux d'incidence très élevés, mais des hospitalisations qui sont restées contenues, même si la situation a été évidemment très tendue dans nos hôpitaux pour les soignants. Aujourd'hui, en France, notre couverture vaccinale bloque la mécanique infernale du virus et l'augmentation forte des contaminations n'est pas suivie pour l'instant du même impact dans les hospitalisations. On sent toutefois un frémissement, une augmentation de l'ordre de 10%, un peu supérieure à 10% des patients hospitalisés pour Covid sur une semaine et cela nous appelle donc à la vigilance. Car vous le savez, depuis l'arrivée du vaccin, c'est bien la situation à l'hôpital qui devient le juge de paix de l'épidémie et des mesures que nous avons éventuellement à prendre. Aussi, dans cet état d'alerte et de vigilance, nous gardons le cap. Nous tenons mieux aujourd'hui que d'autres pays, non seulement parce que notre couverture vaccinale est plus forte, parce que le rappel progresse, mais aussi parce que nous avons mis en place très tôt le pass sanitaire et que nous n'avons pas renoncé de manière anticipée à ce dispositif, tout comme à l'application des gestes barrières. Alors nous gardons le cap et nous continuons, comme le président de la République l'a dit la semaine dernière aux Français, avec les outils qui ont fait leurs preuves et qui nous ont permis de passer l'été sans fermer et qui peuvent nous permettre de traverser l'hiver de la même manière. C'est la raison pour laquelle nous intégrons la dose de rappel au pass sanitaire des Français de plus de 65 ans. C'est la raison pour laquelle, à partir du 1er décembre, la campagne de rappel sera ouverte pour les Français âgés de plus de 50 ans. Beaucoup des semaines à venir est entre nos mains. Les Français répondent d'ores et déjà présents. Dans la journée d'hier, près de 200 000 doses de rappel ont été injectées, c'est un record. Près de 4,7 millions de Français ont désormais reçu une dose de rappel, c'est presque 1 million de plus que la semaine dernière. La campagne de rappel est passée à la vitesse supérieure avec 620 000 rendez-vous dans la semaine qui a suivi l'annonce de l'allocution du président de la République. Et nous avons même observé un impact de l'intervention et de l'allocution du président de la République sur les premières doses, puisque les prises de rendez-vous pour une première injection ont augmenté de 20%, ce qui est significatif et ce qui est évidemment un élément extrêmement important, puisque nous savons qu'il reste plusieurs millions de Français qui ne sont pas encore protégés du tout, qui n'ont même pas reçu une première dose, et donc constater une augmentation des prises de rendez-vous pour une première injection de l'ordre de 20%, c'est évidemment un signe très important et qui est significatif. En étant une fois de plus mobilisés et responsables, nous renforcerons la muraille immunitaire que nous avons bâtie avec le vaccin. En étant une fois de plus mobilisés et responsables, nous protégerons notre santé, celle de nos proches et notre hôpital. Nous avons notre destin en main, cela passe par le vaccin, cela passe par le respect attentif des gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, l'aération régulière des bâtiments, même si évidemment avec l'hiver qui arrive c'est plus compliqué, mais dans une salle de réunion, dans un domicile, un coup d'aération en ouvrant les fenêtres, tous les scientifiques le disent, ça a évidemment un impact sur la réduction des transmissions. Cela passe enfin par des contrôles renforcés.
Le ministre de l'Intérieur a ainsi, vous le savez, demandé une intensification des contrôles du pass sanitaire et nous avons décidé de rendre plus strictes les conditions de franchissement de nos frontières avec la Belgique et avec l'Allemagne pour les non-vaccinés. Je veux dire aux Français que je sais combien cette situation entraîne de la lassitude. Je sais combien certains peuvent avoir le sentiment que nous n'en sortirons jamais. Mais je crois au contraire que nous traversons chaque vague mieux que la précédente, parce que nous apprenons à chaque fois de la manière de gérer cette épidémie, parce que nous disposons à chaque fois de nouveaux outils qui nous permettent d'endiguer cette épidémie et notamment son impact sur l'hôpital. Il y a un an pile, nous étions confinés. Le nombre de nouveaux cas se comptait en dizaines de milliers et nous atteignions le nombre record de malades hospitalisés du fait du Covid. Nous sommes à des années-lumière de cette situation aujourd'hui. Nous le devons au vaccin, nous le devons au pass sanitaire qui a été mis en place très tôt dans notre pays et nous le devons évidemment aux efforts et à la responsabilité de chacun. Et nous avons donc toutes les cartes en main face à cette 5e vague. Mesdames et messieurs, nous combattons le virus, mais il y a d'autres combats que le gouvernement mène avec constance et sur lesquels vous m'entendez parler, dont vous m'entendez parler régulièrement durant les comptes rendus du Conseil des ministres. Je pense notamment au combat contre la haine. Aussi, après la dissolution d'un certain nombre d'associations et de... Dans quelques instants, des questions également sur la situation sanitaire. Il vous a entendu, Martin Blachier. Il a parlé des premières injections, plus 20%, ça doit vous faire plaisir. Non, ce sont les Français qui ont entendu le président, visiblement, mais... C'est juste cette thématique sur l'idée de dire qu'on va contrôler la circulation du virus. Je pense que c'est illusoire et je pense que les Français vont constater que ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire qu'on contrôle la circulation du virus quand on dit qu'on a plus 60% de contamination par rapport à la semaine dernière. Et la semaine prochaine, ce sera encore ça. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut parler des choses qui comptent. Ce qui compte, c'est la vaccination. Et ce qui compte, ce n'est pas le nombre de nouveaux cas. Et donc, on aura beau aérer un petit peu les pièces et dire aux gens de porter plus le masque. C'est pas ça qui va contrôler la circulation virale. Ça ne le contrôle dans aucun pays européen ni dans aucun pays dans le monde. Donc, ça ne doit plus être l'objectif. L'objectif, effectivement, c'est de regarder l'hôpital. Et la vraie question qui se pose, c'est l'adéquation entre la situation extrêmement tendue à l'hôpital et les quelques entrées supplémentaires qu'il va y avoir. Je dis quelques, mais quand même, ça va être un nombre assez important. Hospitalisation et soins critiques dus au certain nombre de Français qui, effectivement, ne sont pas vaccinés et qui sont confrontés à cette large circulation virale. Alors, il semble que l'intervention du chef de l'État, ça ait aussi joué sur la 3e dose, même si tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous jugiez que ce n'était pas forcément la priorité, mais il y a eu 200 000 doses de rappel juste sur la journée d'hier et 1 million de plus depuis une semaine. C'est une bonne chose, finalement, qu'on ait obligé les plus de 65 ans à le faire, sous peine de voir leur passe sanitaire invalidé. C'est pas très étonnant. Quand vous avez des gens qui ont joué le jeu sur les 2 premières doses, ils vont jouer le jeu sur la 3e dose. Donc ce n'est pas forcément le challenge le plus difficile à remporter. Et effectivement, les gens suivent leur stratégie jusqu'au bout. Quand ils ont décidé de se faire vacciner, ils se prennent aussi cette 3e dose. Ils vont dans le principe de précaution et ils ont tout à fait raison de le faire. Emmanuel Sérys, toujours avec nous, Association des médecins urgentistes de France. Il n'y a pas eu de mots sur la situation à l'hôpital. Est-ce que vous le regrettez ? Oui, parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet et il faut effectivement une réaction extrêmement rapide et une prise de conscience de la difficulté dans laquelle les hôpitaux à l'heure actuelle sont en France. On est vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire que soit on continue dans la logique de restrictions budgétaires et d'absence de compréhension des enjeux qui prévaut jusqu'ici et qui nous conduit à un système anglo-saxon avec une médecine à plusieurs vitesses, avec une population qui est de moins bien soignée et qui est de plus en plus en mauvaise santé, soit effectivement il y a une prise de conscience de la part du gouvernement concernant notamment la nécessité de révision du budget de la sécurité sociale, les besoins en formation massifs, que ce soit des médecins ou que ce soit des infirmiers, et puis la nécessaire revalorisation des conditions de travail. Clairement, mélangeons pas tous les sujets, restons, si vous le voulez bien, Emmanuel Sérys, sur l'intervention de Gabriel Attal il y a quelques instants. Oui, clairement, c'est regrettable qu'il n'y ait effectivement pas de mention qui soit faite concernant un choc d'attractivité pour l'hôpital et une réaction concernant la politique générale au niveau de la santé en France. Tout à fait. Alors, ça veut dire que toutes les mesures prises, le Ségur, les revalorisations de salaire, la formation pour la réa, etc., ça n'a eu aucun effet positif, c'est ça que vous voulez nous dire? On est dans la même situation de mal-être des soignants que lors des vagues précédentes. C'est inquiétant quand même. C'est bien pire en fait, parce qu'il y a une distorsion totale entre les valeurs des soignants et ce qu'on peut vivre dans le quotidien. À l'heure actuelle, on a toujours des gens qui dorment sur des brancards dans l'hôpital, dans les urgences, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, faute de lit. Il y a 20% de lits
qui sont à l'heure actuelle non exploitables dans les hôpitaux en France, alors qu'on était déjà sur une réduction de lits de plus de 100 000 en 10 ans du fait des politiques de restriction budgétaire. Là, il y a 20% de lits qui ne tournent pas, faute de soignants, en plus de ce qu'on a vu comme réduction de lits. Donc clairement, le malaise, il est toujours présent. Et nous n'avons pas les moyens de travailler correctement et de soigner correctement nos concitoyens. Il n'y a plus de médecins généralistes. À l'hôpital, l'hôpital est en train de craquer. Donc, vous voyez, il y a énormément de villes et d'hôpitaux qui n'ont même plus de services d'urgence qui tournent. Et ça, c'est depuis cet été. Le château de cartes s'effondre. Clairement, là, il faut vraiment une prise de conscience politique. Moi, j'entends pas de candidat à la présidentielle qui parle de ce sujet. Le porte-parole du gouvernement ne le mentionne pas. Oui, je trouve ça extrêmement inquiétant. Ouais. Martin Blachier, vous nous disiez tout à l'heure que le contrôle de l'épidémie, au fond, c'est une bataille qu'il était un peu inutile de mener. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, le débat sur le retour de la gratuité des tests, enfin la gratuité, le remboursement intégral, disons, des tests par la sécurité sociale, ça n'est pas un bon débat, on n'a pas besoin de le faire? Mais nul débat de dire qu'on n'aurait pas dû retirer le masque aux enfants. Moi, je pense qu'on aurait dû le retirer, on n'aurait pas dû le remettre, ni le fait de refaire énormément de tests et de remettre la gratuité des tests. C'est un combat qui est perdu d'avance. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que cette épidémie va continuer de progresser comme dans tous les autres pays d'Europe, et les pays ne remettront pas de mesures restrictives sur la population. Ça ne freine pas un petit peu les choses quand même si c'est à la pas. La gratuité des tests, pas du tout. Ça l'a prouvé que se tester, tracer, isoler, ça ne ralentit absolument pas le virus. On passe à côté de 80% des contaminations. Donc ce débat sur la gratuité des tests, il ne fait aucun sens. Je pense plutôt qu'on y perdrait sur le fait qu'il y a peut-être moins de gens qui feraient la première dose. Donc alors que les questions à Gabriel Attal interviennent maintenant. On l'écoute et on reprend. Vas-y. Canal Plus CNews, alors que vous l'avez dit, c'est vrai, l'épidémie repart de façon importante. On constate un relâchement des gestes barrières, vous, moi, un peu tout le monde. Mais on a vu ces images hier soir du Premier ministre au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, sans masque, en serrant les mains de tous les invités. Et c'est vrai que ces images, elles ont choqué en tout cas une partie de l'opinion. Est-ce que vous comprenez que justement ces Français ont du mal à pouvoir appliquer ces gestes barrières si même au plus haut niveau de l'État, ces gestes-là ne sont pas appliqués? Merci beaucoup. D'abord, moi je comprends et j'entends totalement, et je crois que nous la partageons tous, la lassitude, évidemment, de cette situation et des gestes barrières, du port du masque, de la distanciation nécessaire, de toutes les mesures qui ont fait irruption dans notre quotidien depuis plus d'un an et demi maintenant, et évidemment dont on n'a qu'une hâte, c'est de s'en débarrasser. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, évidemment, l'ensemble des membres du gouvernement respectent les protocoles sanitaires qui sont édictés. Vous pouvez, quand vous êtes amené à prendre la parole en public, dans une réunion, devoir retirer votre masque. Je le retire ici même quand je prends la parole, je le remets quand je ne prends plus la parole. S'agissant ensuite du serrage de main, évidemment, vous pouvez, dans une manifestation publique, ça peut être le cas, et j'en ai fait l'expérience quand vous êtes en déplacement, que vous rencontrez des Français, quand vous tend la main, vous avez aussi envie de tendre la main pour serrer la main. Il faut évidemment faire très attention, être très vigilant. On le fait tous. Il peut y avoir de temps en temps, évidemment, un moment d'inattention, un écart. Évidemment, on fait tous très attention aussi parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Donc je peux vous dire qu'en matière de gel hydroalcoolique, de lavage de mains, etc., quand on est amené à serrer des mains, on fait très attention. Mais évidemment, il y a une vigilance et puis un respect évident des protocoles. Quand vous êtes à l'extérieur, par exemple, vous pouvez ne pas porter le masque, sauf dans certains endroits où il a été réintroduit. Et voilà, il y a cette vigilance. Je ne vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir un moment d'inattention. On est tous humains. Là, il n'y avait pas de prise de parole, mais est-ce que, en fait, ma question elle est plus générale. Est-ce que c'est pas le moment de remettre un peu une couche justement sur ces gestes barrières, mais bien sûr, avec une vigilance, on va dire, beaucoup plus accrue? Mais bien sûr que si. Vous avez raison de le dire. On fait tous très attention. Je crois que j'ai repassé les messages et que évidemment chacun on a à cœur de respecter les protocoles, de respecter les gestes barrières, évidemment. Bonjour, Marie Chantrey pour TF1 LCI. Plusieurs questions liées à la situation sanitaire. Vous avez parlé de cette 5e vague présente. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a considéré que un reconfinement était disproportionné. Est-ce que des mesures alternatives type couvre-feu pourraient être envisagées? Deuxième question sur les contrôles renforcés des passes sanitaires. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner depuis l'allocution du chef de l'État la semaine dernière? Et puis enfin sur le télétravail, est-ce qu'il ne faudrait pas recourir plus au télétravail aujourd'hui? Elisabeth Borne s'est exprimée il y a quelques jours sur le sujet. En Allemagne, visiblement, c'est sur la table. Est-ce que c'est une solution pour lutter contre cette épidémie? Merci beaucoup. D'abord, je redis quelle est la situation. Nous sommes entrés dans une 5e vague de l'épidémie avec un nombre de contaminations et une incidence qui progresse très rapidement, encore une fois, de l'ordre de 40 à 50% par semaine, depuis maintenant 2 semaines. Il
Il y a donc une situation d'alerte dans notre pays. On part de plus bas que la plupart de nos voisins, encore une fois, où le taux d'incidence peut être 4 à 9 fois supérieur au nôtre, entre les Pays-Bas, l'Autriche. Et donc évidemment, grâce aux efforts des Français, grâce à la mise en œuvre très précoce de mesures dans notre pays, je pense au pass sanitaire, il faut se souvenir, quand le président de la République met en place le pass sanitaire, l'annonce le 12 juillet, on est un des premiers pays au monde à le faire. Ça nous a d'ailleurs été reproché parfois par l'opposition. On constate aujourd'hui que la plupart des pays nous ont suivis dans cette mesure, mais que le fait d'avoir adopté cette mesure très tôt, le fait pour les Français d'avoir fait beaucoup d'efforts, ça nous a permis de faire régresser le virus et ça nous permet aujourd'hui de partir d'une situation plus basse que les autres. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut laisser la situation prospérer et filer dans notre pays, ce qui veut dire qu'il faut faire très attention. Vous me demandez si d'autres mesures peuvent être prises. Moi, je le répète toujours, je n'exclus rien par principe. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'est pas prévu de prendre des mesures supplémentaires. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas demain? Non. Encore une fois, j'aimerais pouvoir répondre très clairement à cette question. Mais je veux dire, on a vu en France, et les pays du monde entier ont vu depuis 18 mois, que cette épidémie pouvait continuer à nous surprendre, à progresser, à reprendre. Si vous aviez interrogé le porte-parole du gouvernement aux Pays-Bas ou en Autriche il y a un mois, peut-être qu'il vous aurait probablement fait la même réponse que celle que je suis en train de vous faire. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que les outils dont nous disposons, le pass sanitaire qui a été mis en place très tôt, la vaccination, on a une couverture vaccinale remarquable qui continue à progresser puisque les rendez-vous pour avoir une première injection ont augmenté de 20%, ce qui est un très bon signe. Puis l'avance que nous avons aussi sur un certain nombre de nos voisins sur le rappel de vaccination, parce que certes, on aimerait que ça aille encore plus loin et plus fort, mais on est 4,7 millions, je crois, de personnes qui ont reçu un rappel de vaccination. Nous avons aussi une avance à ce titre-là. Ça nous permet d'être confiants, mais ça veut dire qu'il faut qu'on poursuive nos efforts, que les Français qui sont les plus fragiles, je pense aux plus de 65 ans, demain à partir de début décembre, aux plus de 50 ans, tous les Français qui ont une pathologie qui les expose vis-à-vis des formes graves de la maladie, qui ont des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, qui souffrent d'obésité, de cancer, il faut qu'ils aient recours au rappel de vaccination. Tout ça peut nous permettre de traverser l'hiver sans avoir à prendre des mesures supplémentaires. Me demander si je peux exclure totalement qu'on ait à prendre d'autres mesures. Malheureusement, la réponse est non, mais c'est la même réponse que je fais depuis le début de cette épidémie. Pardon, sur les contrôles du pass, le président de la République, quand il s'est exprimé dans son allocution la semaine dernière, l'a dit qu'il avait demandé au gouvernement de renforcer les contrôles du pass. En septembre, il y avait 50 000 personnes qui étaient contrôlées chaque semaine dans 8 000 établissements. Au moment où le président de la République a pris la parole, la situation qui était celle qu'on connaissait à ce moment-là, c'est qu'il y avait 25 000 personnes contrôlées dans 4 000 établissements. Et d'ailleurs, j'ai pu avoir beaucoup de remontées, à la fois de Français, mais aussi de journalistes dans des interventions, des interviews qui me disaient qu'ils avaient senti qu'il y avait moins de contrôle du pass sanitaire dans un certain nombre d'établissements. Donc le président de la République, au regard de cette situation, c'est-à-dire des contrôles qui étaient 2 fois moins importants que ceux qui n'étaient en septembre, a demandé qu'on remobilise. Donc Gérald Darmanin a publié un certain nombre de textes, a réuni les préfets pour remobiliser sur les contrôles. Vous me demandez un bilan aujourd'hui. Je n'ai pas de bilan à vous communiquer aujourd'hui. C'était il y a une semaine. Mais il y a eu ce message qui a été passé. J'espère que la semaine prochaine, en revenant devant vous, j'aurai à ce moment-là des chiffres à vous donner sur la remontée des contrôles dans notre pays. Pardon ? Ça correspond à la réponse que j'évoquais sur des mesures éventuelles supplémentaires. Je n'ai pas d'annonce à vous faire aujourd'hui sur ce sujet-là. Il y a eu des expressions de mes collègues, que ce soit Elisabeth Borne ou Olivier Véran encore récemment sur ce sujet-là, qui ont rappelé que c'est une mesure qui avait fait ses preuves quand elle a été mise en place. Je n'ai pas d'annonce supplémentaire à vous faire aujourd'hui sur ce point. Bonjour, Agathe Lambré pour BFM TV. Une question sur la gratuité des tests. Plusieurs spécialistes disent que la fin de la gratuité pour les non-vaccinés revient à retarder la détection. Ils redemandent donc de les rendre à nouveau gratuits. Je sais que vous étiez déjà exprimé sur ce sujet, mais comment c'est que la situation peut évoluer d'un jour à l'autre? Quelle est la position de l'exécutif? Il y a eu 18 mois de gratuité totale de l'ensemble des tests dans notre pays. Elle était notamment justifiée par le fait que c'était un des seuls outils dont on disposait face à cette épidémie. On dispose aujourd'hui d'un autre outil qui est le vaccin, qui a été développé et qui a été massifié. Et vous avez aujourd'hui une très grande majorité des Français qui a fait le choix de se faire vacciner. On a fait un choix, vous vous souvenez, juste après l'été, de dérembourser les tests en maintenant un remboursement pour les personnes vaccinées, pour les personnes qui ont une prescription médicale ou pour les personnes qui sont cas contact. Ça fait beaucoup de situations, ça fait encore beaucoup de tests. L'idée, encore une fois, c'est de dire que quand vous faites des tests pour pouvoir vous rendre au cinéma, au théâtre, etc.,
Pour pouvoir bénéficier du pass sanitaire, ça n'est pas à la solidarité nationale de les prendre en charge. C'est pour ça qu'il y a des dérogations qui ont été permises pour prescription médicale ou pour cas contact. Il n'est pas prévu aujourd'hui de revenir sur cette décision. Je rappelle par ailleurs que chez un certain nombre de nos voisins, c'est le régime qui s'applique, pour certains d'entre eux qui s'applique depuis le début de l'épidémie. Un certain nombre de pays n'ont pas eu cette phase importante de gratuité des tests pour l'ensemble de la population comme celle que nous avons eue pendant 18 mois. Bonjour, Guillaume Darret, France Télévisions. Pourquoi ne pas généraliser la 3e dose à l'ensemble de la population qui peut être vaccinée? Est-ce que ça ne permettrait pas de mieux passer cette nouvelle vague et peut-être de lutter contre une 6e éventuelle? Parce que nous ne disposons pas encore de recommandations scientifiques qui nous amènent à le faire. Aujourd'hui, la dose de rappel, elle est recommandée pour les plus exposés vis-à-vis des formes graves du virus et pour ceux dont les études scientifiques nous disent qu'il y a, à compter de 6 mois, autour de 6 mois, une diminution de l'immunité conférée par le vaccin. C'est donc les personnes qui sont âgées, aujourd'hui les plus de 65 ans, demain, début décembre, les plus de 50 ans, et les personnes qui ont une comorbidité, comme on dit, c'est-à-dire une pathologie qui les rend exposées vis-à-vis de formes graves du virus. Encore une fois, maladie cardio-respiratoire, maladie cardiovasculaire, obésité, diabète, cancer, etc. C'est les personnes les plus exposées vis-à-vis des formes graves et dont la littérature scientifique nous dit que l'immunité conférée par le vaccin peut baisser autour de 6 mois après le schéma vaccinal complet. On n'a pas encore aujourd'hui de recommandations scientifiques qui nous disent qu'on constate cette diminution de l'immunité conférée par le vaccin pour le reste de la population. Évidemment qu'on continuera à suivre attentivement ce que nous disent les scientifiques et à prendre des décisions conformément à ce qu'ils nous recommandent de faire pour protéger les Français. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui a été rendue en ce sens. Laurence Benamou. Bonjour. Toujours sur la crise sanitaire, le professeur Delfraissy a expliqué ce matin que les traitements monoclonaux étaient sous-utilisés. Il a aussi évoqué les nouveaux médicaments par voie orale qui sont en train d'être homologués. Est-ce que la France a commandé ces traitements, puisque j'imagine que, comme le vaccin, il faut s'assurer d'avoir ces doses? Est-ce qu'il y a là-dessus une stratégie, sachant que peut-être trop en parler, on pourrait imaginer que ça puisse décourager des gens de se faire vacciner? Quelle est l'idée et pourquoi est-ce que ce n'est pas plus rapide l'adoption, l'arrivée de ces traitements? Merci. D'abord, je veux rappeler que la France a été l'un des premiers pays au monde à mettre à disposition des milliers de traitements par anticorps monoclonaux. Encore une fois, ces anticorps monoclonaux qui permettent de réduire le risque de formes graves pour des personnes fragiles quand on détecte leur contamination. Ce qu'a dit, je crois, Jean-François Delfraissy ce matin, c'est qu'ils avaient été sous-utilisés, ces traitements par anticorps monoclonaux qui ont été mis à disposition. Encore une fois, la France était un des premiers pays au monde à le faire de manière aussi massive au début de l'année. Pourquoi est-ce qu'ils ont été sous-utilisés? D'abord parce qu'ils se faisaient par une voie injectable, ce qui est évidemment plus intrusif et moins facile que pour d'autres modes d'utilisation. Et ensuite parce qu'un certain nombre de prescripteurs qui étaient amenés à le prescrire ont fait remonter leur souhait d'attendre un peu pour bénéficier de davantage de recul sur l'efficacité de ces traitements. Maintenant, vous l'avez dit dans votre question, il y a une deuxième génération de traitements qui arrive, c'est les traitements antiviraux, notamment les traitements par voie orale. Sur ce point-là aussi, la France est un des premiers pays au monde à avoir commandé massivement, et sera probablement un des premiers pays à pouvoir mettre à disposition ces traitements antiviraux innovants. Nous en avons commandé déjà 50 000, et dans les prochains jours, les prochaines semaines, je ne vais pas vous dire précisément quand l'autorisation va être remise, mais une autorisation d'utilisation va être rendue en France, ils pourront être mis à disposition des prescripteurs pour être prescrits aux Français. On est en pole position sur ces traitements antiviraux. Je pense notamment au Monupiravir. C'est ce traitement que j'évoquais qui pourra être mis à disposition parce que nous disposons aussi en France d'un système d'accès précoce aux traitements innovants qui nous permet, après des phases d'essais cliniques, après des tests, de pouvoir les mettre à disposition des patients. Bonjour, Julie-Marie Lecomte, France Info. Vous évoquiez la question du contrôle des contrôles du pass sanitaire enclenché par le ministère de l'Intérieur. Il y a la question d'un autre contrôle, plus simple, qui est celle du contrôle du port du masque. Puisqu'on évoquait le télétravail, l'étape avant de se rendre au travail, c'est souvent les transports en commun. Les Français s'interrogent souvent sur le fait que finalement, il y ait
pas de contrôle, donc pas de passe sanitaire imposé, ça c'était une décision, mais pas de contrôle du port du masque. Est-ce que le gouvernement a pris attache avec les sociétés de transport en commun, avec les compagnies aériennes, pour leur rappeler qu'elles se doivent de faire respecter cette obligation? Bien sûr, quand on parle de remobilisation autour des contrôles, on parle évidemment des contrôles du pass sanitaire. On parle aussi de l'ensemble des contrôles dans les lieux où le port du masque est obligatoire, et notamment s'agissant des transports. Et sur ce point, évidemment, que mon collègue Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, est évidemment en lien avec les sociétés organisatrices de transport pour les mobiliser sur ce sujet-là. Elisabeth Pinault, Simon Le Baron. Elisabeth Pinault, allez-y. À moi l'honneur, merci. J'ai une question sur Nord Stream 2, le gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne. Donc pour ces questions posées au porte-parole, décidément, Martin Blachier, vous êtes très entendu, il n'y aura pas la gratuité des tests. L'accent, encore une fois, est mis sur la vaccination. Il n'y a pas effectivement d'annonce en tant que telle de la part de Gabriel Attal. On ne revient pas sur les tests qui sont devenus payants. Il n'y a pas d'élargissement du télétravail a priori. Il n'y a pas de troisième dose obligatoire en dehors des plus de 65 ans, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'on va acheter en revanche des médicaments antiviraux. Ça représente un espoir. Oui, il y a plusieurs pistes thérapeutiques, effectivement. Il y a le traitement de MSD, le Molnupiravir. Il y a le traitement de Pfizer, qui est un petit peu différent, qui semblerait être un petit peu plus efficace, mais il y a d'autres caractéristiques particulières qui vont arriver dans le monde. Il y a aussi certaines études qui montrent qu'il y a certains antidépresseurs qui seraient assez efficaces et qui sont déjà beaucoup utilisés aux États-Unis. C'est possible qu'il y ait une recommandation temporaire d'utilisation qui soit déposée à l'ANSM, et c'est un point important parce que c'est un développement qui est parti de la France, en fait, une idée qui est partie de la France, qui a été développée par les Américains et les Allemands et qui pourrait revenir en France également. Tout ça, ça va faire qu'effectivement les formes sévères vont être moins mortelles. Après, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher qu'il y ait des cas qui arrivent potentiellement à l'hôpital. Ça ne va pas limiter le nombre de formes existantes. Par contre, ça va améliorer le pronostic des gens qui sont atteints par l'épidémie. Donc en fait, ces traitements ne permettent pas d'empêcher la vague. Ils permettent de diminuer, d'améliorer le pronostic des gens qui sont atteints. Ce qu'on voit aussi, c'est que Emmanuel Macron a vraiment envie de tourner la page de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il ne veut pas voir revenir les anciennes solutions dans la gestion de cette nouvelle vague. Pour lui, on est dans un nouveau paradigme. Confinement, etc. Confinement, couvre-feu, télétravail qui pèse très très lourd en fait. Exactement, sur la population française, ça il est hors de question. Je pense que la seule chose qu'il pourrait faire, c'est passer du pass sanitaire au pass vaccinal, mais vraiment en tout dernier recours, et je pense qu'il ne souhaite pas le faire. Ce qu'il souhaite, en fait, c'est passer à travers cette vague en montrant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait et que maintenant, l'hôpital, finalement, va devoir absorber le résidu des 10% de Français qui ne se sont pas vaccinés. Et puis, c'est comme ça qu'on va avancer. Sur les traitements, est-ce que l'un des risques, l'un des corollaires de l'arrivée des traitements, ce n'est pas un relâchement sur la vaccination sur laquelle vous avancez beaucoup? Il y a plein de gens qui disent, mais s'il y a des traitements, pourquoi j'irais me faire vacciner? Non, mais l'incertitude sur ces traitements, c'est ce qu'ils vont être utilisés. C'est toujours pareil. Il y a énormément d'espoir quand les traitements arrivent. On en commande, on en prend et les médecins ne les prescrivent pas. Pourquoi? Parce que les médecins, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser des traitements qui viennent d'arriver. En fait, au début, ils l'essaient pendant quelques mois. Puis les traitements, ils montent en puissance. C'est rare qu'il y ait un traitement qui arrive et tout de suite, il soit donné. Sauf si c'est un traitement contre le cancer qui sauve la vie des gens du jour au lendemain. Mais là, on reste sur une maladie quand même qui, pour la majorité des Français, passe par le généraliste. Il va avoir arrivé un traitement, potentiellement des effets secondaires. Au début, il va peut-être l'essayer sur quelques patients sur lesquels il a particulièrement peur parce que c'est un terrain à risque. Mais ça ne va pas changer considérablement les choses dans la mesure où il ne va pas être donné systématiquement à chaque personne qui pense avoir attrapé la Covid. Gabriel Attal a confirmé que la France avait commandé 50 000 médicaments. Il s'agit de ceux issus du laboratoire Merck, 50 000 traitements achetés par la France. Sylvia Micon, il y a aussi Pfizer qui a demandé en urgence l'autorisation pour un médicament. En quelques mots, est-ce que c'est le même genre de traitement que celui proposé par Merck ? Je vais vous expliquer. En tout cas, les derniers résultats sont très encourageants pour Pfizer. Ils montrent en tout cas une efficacité à 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès chez les adultes pouvant développer une forme grave de la maladie. Et si ces résultats sont confirmés, le Paxlovid, c'est son nom, serait disponible vraiment en quelques mois. Le président Biden, il a annoncé qu'il avait déjà commandé des millions de doses. Important aussi, un accord qui a été passé hier pour que cette pilule soit diffusée dans le monde entier pour couvrir 53% de la population mondiale. Et on sait que
c'est extrêmement important. Alors comment ça marche? Le Paxlovid, c'est une pilule qui diminue la capacité du virus à se répliquer. Elle freine donc la maladie. Il faut prendre cette pilule dans les 3 à 5 jours suivant l'apparition des symptômes, en combinaison avec un autre médicament contre le sida. C'est pratique, on peut le faire chez soi et elle ne se substitue évidemment pas au vaccin. Par ailleurs contre le virus du sida, c'est ce que vous voulez dire? Tout à fait, en complément avec une autre pilule qui est utilisée contre le sida. Évidemment, c'est un traitement qui est complémentaire au vaccin, qui ne se substitue pas au vaccin. Et il y a un autre antiviral qui existe, c'est celui de Merck, c'est le Molnupiravir. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à l'autoriser il y a quelques jours. Et la France, on vient de l'apprendre, a commandé 50 000 doses de ce Molnupiravir. Alors, on va retrouver Martin Blachier, mais d'abord, sur ce que vous disiez, on a un médecin généraliste qui est avec nous, justement, Marcel Ichou. Est-ce que les médecins généralistes seraient prêts à prescrire de façon un peu plus massive ces médicaments ou pas? Ils seront prêts, oui, à condition qu'il y ait une indication. Vous savez qu'il y a un énorme biais, c'est que quand on réfléchit en théorie, on est dans un cadre complètement circonscrit. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous, on voit des gens qui ont des rhinopharyngites, des bronchites, des trachéites, enfin bref, des pathologies hivernales. Et pour chacun, il se peut qu'il soit atteint d'une forme de Covid. C'est tout à fait possible, puisqu'il y a toutes les possibilités d'expression symptomatique. Donc, traiter, comme l'a dit, je viens d'entendre Martin Blachier, comme l'a dit Martin Blachier, traiter tous les gens pour une maladie qui va guérir simplement, ça ne va jamais se passer comme ça. Donc, il y aurait une indication éventuelle pour des gens qui sont dans une forme potentiellement grave parce qu'ils ont des facteurs de comorbidité importants. L'obésité, enfin, vous les connaissez, je ne vais pas les répéter. Donc, ça n'a d'intérêt que dans ce cadre-là. Donc, évidemment, ce n'est pas le médicament sur lequel on va se jeter dès lors qu'il va sortir, parce que les indications sont quand même relativement modérées. Et puis, on ne peut pas réfléchir uniquement par rapport au traitement. Vous réfléchissez même pas par rapport à une maladie, par rapport à un individu dans un cadre donné. Et on a des armes. Les armes, elles sont multiples. Et franchement, on est tous très heureux d'avoir toutes ces armes possibles, de mieux connaître la maladie, de mieux la prendre en charge. Mais en ville, vous savez, on a à discriminer le plus souvent sur des pathologies qui sont relativement bénignes, des formes qui vont guérir spontanément, et on n'est pas assailli de cas graves. Donc, dans certains cas, il faut fonder un peu plus loin son diagnostic et pas hésiter à donner ce type de médicament, mais dans des cadres relativement, encore une fois, restreints. On vous pose la question, dans votre cabinet, les patients sont curieux de savoir si, justement, ils pourront prendre des médicaments bientôt contre le Covid? Ce n'est pas la question la plus essentielle. Les questions tournent autour du vaccin, de la pertinence de la troisième dose, de l'intérêt, éventuellement des effets secondaires. Ça tourne plus autour de ça que des traitements. Les gens ne sont pas obnubilés par le traitement. Alors évidemment, il y a un effet d'annonce. Quand vous annoncez qu'il y a une molécule qui peut guérir de cette maladie, il y a un effet d'annonce et c'est repris. En clair, ça ne va pas bouleverser complètement les choses. Ça va être une indication particulière, ponctuelle, mais qui ne va pas changer complètement la pratique au quotidien. Et comme vous êtes notre baromètre dans votre cabinet, Marcel Ichou, est-ce que les patients ont aussi davantage téléphoné pour faire soit leur première injection, soit leur troisième dose, comme nous le disait Gabriel Attal il y a un instant? Alors oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui téléphonent. Alors maintenant, on peut prendre des rendez-vous. Ce qui est compliqué, je veux dire, il y a deux choses qui gênent en consultation. La première, c'est vacciner 10 personnes en même temps. Honnêtement, c'était possible. Moi, je l'ai fait au début. Maintenant, ça devient trop compliqué parce qu'on jette des doses, les gens ne viennent pas. C'est compliqué. Et d'autre part, on trouve des doses relativement partout. La deuxième chose que je pense qu'il faudrait faire, c'est mettre des centres de vaccination où les pharmacies, tout ça, sont bien équipés, mais où on pourrait vacciner assez largement et arrêter de se poser la question s'il faut savoir faire une discrimination entre les plus de 65 ans. Alors évidemment, il y a une priorité, mais dès lors que vous n'avez pas les gens à vacciner, vaccinons au maximum. Enfin, reste
une catégorie qui, celle-là, est beaucoup plus difficile à atteindre, c'est les gens qui ne sont pas en contact avec Internet, qui n'ont pas forcément les possibilités de se déplacer, et ceux-là, il faut aller les chercher, et ça, seule l'assurance maladie peut le faire. Martin Blachy, on vous entendait tout à l'heure dire Emmanuel Macron ne reviendra pas aux vieilles recettes. Et on a cru comprendre que vous étiez d'accord avec lui là-dessus. Est-ce que, au sein du milieu médical, parmi vos confrères médecins, il y a encore des débats, il y a encore des gens qui disent mais si, il faut absolument confiner pour protéger davantage l'hôpital? Et est-ce que ce sont des arbitrages qui sont rendus en fonction des différentes prises de position à haut niveau? Je crois que personne n'a une sincérité totale quand il appelle les vieilles recettes, quand il appelle des couvre-feux, quand il appelle des reconfinements. Je pense que c'est plus souvent utilisé comme une arme pour faire entendre le sujet hospitalier, qui est réel. La dame qui était avec nous tout à l'heure, Madame Serris, elle a raison. C'est vrai qu'il y a une situation de grosse tension à l'hôpital. Je dirais que ces mesures restrictives sont plutôt mises en avant pour faire comprendre qu'eux, ils n'en peuvent plus à l'hôpital, ce qui est une réalité. C'est vrai que ce Ségur, ça a été un chèque qui a été fait à l'hôpital. Ça n'a pas du tout répondu à la question profonde qui est que les gens ne savent plus en fait où ils vont. Et je pense que le gouvernement devrait... Alors, je ne sais pas si c'est le moment, mais dire où va l'hôpital public. Pas nécessairement dire argent, pas argent. La question, c'est voilà, notre stratégie pour l'avenir, c'est ça. Parce que, en fait, ils ne disent rien. En fait, on mélange deux sujets. Voilà, exactement. Il ne faut pas que ces deux sujets-là soient mélangés. Donc, qu'ils s'expriment sur l'hôpital public et qu'ils répondent aux inquiétudes des gens qui sont à l'hôpital public, et puis qu'on traverse cette vague sereinement. Ce serait vraiment dommage que la tension monte encore alors qu'il y a une espèce de quiproquo et que la population n'y comprenne plus rien. Alors, ce qu'on voit chez les pays voisins, par exemple l'Autriche a commencé à Vienne, on a vu aussi les États-Unis et Israël le faire, c'est la vaccination des enfants. On va écouter le professeur Desfrécy, vous nous direz ce que vous en pensez après. Ça relève du comité vaccinal d'Alain Fischer qui réfléchit dessus, et en gros leur position est d'attendre encore quelques semaines, de voir ce qui se passe aux États-Unis, de regarder s'il y a éventuellement quelques effets secondaires et de prendre une décision à ce moment-là. Elle sera probablement, s'il y a une décision qui doit être prise, elle pourrait être prise par exemple en début d'année 2022. Alors là, on est passé de hors de question, on ne vaccine pas, à on verra peut-être début 2022, on aura une réponse. Non mais qu'est-ce que va apporter la vaccination des enfants? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que est-ce qu'on l'autorise ou est-ce qu'on ne l'autorise pas? Il sera probablement autorisé, puisque c'est toujours pareil, le bénéfice-risque. Et comme il n'y a probablement quasiment pas de risque, comme pour les autres populations, et que ce sera fait dans les autres pays, il n'est pas question qu'on interdise en France la vaccination des enfants. Après, est-ce qu'on a besoin de le faire dans le cadre de cette épidémie? Ma réponse est non. Les enfants, ce n'est pas le réacteur principal de l'épidémie. Ils ne sont pas à risque, contrairement aux États-Unis, où il y a un certain nombre d'enfants qui sont obèses, donc il y a une toute petite surmortalité chez les enfants avec le Covid, ce qu'on n'observe pas en Europe. Donc la question de la vaccination des enfants en Europe, pour moi, elle ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas de problème. On dit qu'il y a des populations fragiles, on parle de l'obésité. Alors évidemment, il y a certaines populations d'enfants qui devraient être concernées, c'est pour ça que je dis que de toute façon, ce sera autorisé. Médecine, d'ailleurs. Mais voilà, mais par contre, la vaccination intensive des enfants, avec la pression mise sur les enfants, comme ça a été mis sur les adultes, ça créerait une espèce de tollé dans la population qui ne sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien de se créer des problèmes quand ça nous apportera rien. Donc pourquoi mettre la société à feu et à sang sur cette question? Il n'empêche qu'on a encore remis en cause le brassage à l'école comme facteur de diffusion de la maladie. Non, mais c'est des gens qui parlent sans aucune preuve, honnêtement. Il y a des gens qui disent on n'aurait jamais dû enlever le masque à l'école, c'est à cause de ça que c'est reparti. C'est totalement faux, c'est reparti au jour près, la même date que l'année dernière, avec les mêmes pentes que l'année dernière. C'est évidemment pas le fait de soulager les enfants dans quelques départements du masque juste avant cette date qui a créé ça. Ces gens disent n'importe quoi. Ils n'ont aucune donnée et ils vont juste essayer de faire du buzz sur le seul petit terrain qu'il leur reste sur le masque à l'école en essayant de critiquer quelque chose qui n'est pas critiquable. Ça ne mérite même pas d'être commenté. Ça, c'est clair. Marcel Ichou, cela dit, votre avis sur la vaccination des enfants. Est-ce que vous êtes du même avis, très tranché, que Martin Blachy? Moi, je pense je suis d'abord du même avec Martin Blachy, mais il ne faut pas avoir d'avis tranché, il faut être pragmatique. C'est-à-dire se crisper sur une position n'a aucun intérêt parce que les connaissances, c'est même pas la science, les connaissances évoluent et on doit s'adapter. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit sur l'hôpital, c'est fondamental. Cette crise du Covid, elle a mis en exergue tous les dysfonctionnements qui sont colossaux. Et il faudrait une réforme, mais une remise à pas complète
de l'hôpital, de la ville, de l'exercice de la médecine de ville et de l'exercice de la passerelle entre médecine de ville et médecine hospitalière. C'est un non-sens, ça devient kafkaïen et on n'arrive pas. Finalement, ça crée des fractures sociales extrêmement importantes. Selon que vous soyez dans les bons réseaux avec les bonnes personnes et que vous avez les moyens et les connaissances, vous êtes plus ou moins bien soigné dans ce pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité. Les médecins sont de qualité, mais les systèmes ne sont plus de qualité. Ils dysfonctionnent actuellement. Il y a eu des milliards dans la réforme de l'hôpital. Le plan de faire mieux travailler aussi médecine de ville et hôpitaux publics, c'est aussi dans la réforme de l'hôpital qui a été implémenté. Mais simplement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme la formation des réanimateurs. Oui, mais il n'y a pas que de l'argent, pardon, il n'y a pas que l'argent. Il faut avoir une pensée, il faut avoir une connaissance. La plupart des gens qui s'expriment n'ont pas de connaissance intime de la pratique. C'est très simple. Si vous passez une journée avec moi, avec des cas différents, je vous montre ce qui se passe. Petit problème de liaison avec Marcel Lichaud, Martin Blachier. Non, mais il y a une pensée qui existe sur le système de la santé, c'est la pensée de l'administration. L'assurance maladie, le ministère, ils ont une pensée, simplement elle n'est pas avouée. Donc au bout d'un moment, il faut dire clairement où est-ce qu'ils veulent aller. Après, les gens sont d'accord, sont pas d'accord, et puis ils peuvent se parler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pensée, mais qui n'est pas communiquée et qui est comprise par les gens qui sont sur le terrain, qui sont opposés à cette pensée. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter ce jeu de dupes où tout le monde se ment. Il faut simplement dire ce qu'on va aller, et il faut l'assumer. Si l'administration et le gouvernement pensent que ce qu'il faut, c'est aller vers plus d'ambulatoires et recentrer l'hôpital public sur quelques missions. L'ambulatoire, c'est à la maison. C'est ça, c'est à la maison. On fait moins d'hôpital, on fait moins de lits parce qu'on estime qu'on en a moins besoin et qu'on préfère traiter les gens en ville. Dans ce cas-là, il faut le dire, il faut recentrer l'hôpital public sur des missions qui sont soit les gens qui sont extrêmement pauvres, qui sont dans des situations particulières, soit sur des choses extrêmement complexes. Mais dans ce cas-là, il faut le dire, il faut convaincre, il faut trouver un compromis plutôt que d'être dans ce rapport de force. Est-ce qu'on peut terminer sur une note positive quand même, Martin Blachier? Est-ce que vous pouvez nous dire si, oui ou non, on est dans la même situation que les précédentes vagues épidémiques, malgré ce taux de vaccination? Est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui? Non, pas du tout. On n'a pas un énorme risque en fait au-dessus de notre tête, contrairement à avant, où c'est vrai qu'on avait du mal avant le vaccin à voir où est-ce qu'on allait aller. Aujourd'hui, le vaccin, il est extrêmement efficace. Cette 5e vague, on va la traverser. La question, c'est qu'on est en élection présidentielle, qu'il y a l'hôpital qui menace de faire énormément de bruit, qu'il peut y avoir des situations de tension, parce qu'effectivement, il y a 20% des gens qui sont partis de l'hôpital. Voilà, c'est une question sociale, c'est une question politique, mais sur le plan sanitaire, aucun drame à l'horizon. Merci beaucoup. Martin Blachier, cette situation sanitaire, on va évidemment la commenter très largement dans le face-à-face dans quelques instants. Vincent Trémollet de Villers et Maurice Safran. Également, le procès pour Éric Zemmour. À tout à l'heure dans notre face-à-face. Votre programme avec American Express. American Express,